Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Token Talkers. Aujourd'hui, on a l'honneur d'avoir avec nous Laura Moretti, qui est CEO de Crypto Daily. Laura, comment est-ce que ça va? Eh ben écoute, ça va super. Merci beaucoup l'équipe Token Talkers. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir d'être là. Je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Donc c'est cool. Exactement, un Super. bon moment de chill ensemble. Très content de pouvoir t'avoir. On sait que tu as un parcours qui est tout simplement incroyable. Dans le Web3, tu as fait énormément de choses. Aujourd'hui, tu es à la tête du coup de Crypto Daily, qui est un média qui est génial, qui donne beaucoup de force à l'écosystème français. Comment est-ce que toi, tu en es arrivé du coup jusque-là, si on peut savoir un petit peu ton parcours qui t'a permis d'être ici aujourd'hui? Ouais, bah carrément. Déjà, merci beaucoup pour le compliment et ça fait très plaisir. Du coup, moi, j'ai un background en marketing et communication. Donc, j'ai travaillé pendant 4 ans dans une boîte qui faisait surtout de la communication et de l'événementiel à l'époque B2B. Période du Covid, j'ai une grosse baisse d'activité. J'ai pris du temps pour déjà me remettre à niveau. J'ai repris un peu mes études, j'ai refait un MBA en marketing. Et pour un peu plus digue la partie financière, investissement, essayer de créer des compléments de revenus, etc. J'investissais donc un peu en crypto et j'en ai profité pour essayer justement de comprendre un peu ce que je faisais, pour essayer d'éviter de me faire scam par le marché, parce qu'on sait très bien que, en vrai, l'éducation dans notre secteur d'activité, il est primordial pour comprendre ce qu'on fait, dans l'investissement en général d'ailleurs. Et du coup, quand j'ai compris un peu le potentiel de la blockchain, que j'ai vu cette prouesse technologique et j'ai un peu fait le parallèle, je pense, dans ma tête avec Internet, la bulle Internet, et je me suis dit, je me souviens pas très bien, j'étais très jeune, et je me suis dit, je pense qu'on est aux prémices de quelque chose de beaucoup plus grand et j'ai envie d'en faire partie. Du coup, quand mon ancienne boîte m'a rappelé, j'ai dit, non, c'est mort, maintenant je sais où je veux bosser, je sais ce que je veux faire. Donc, j'ai commencé par ce que je connaissais, c'est-à-dire le marketing, la communication. Et même plus précisément au début, et je pense que c'est une très bonne porte d'entrée, la rédaction. Donc, j'ai écrit pour des médias, des influenceurs, des projets. Ensuite, donc fin 2021, j'ai commencé vraiment à me professionnaliser à 100% dans le secteur. J'ai rejoint ensuite début 2022 Coinnote Agency, Coinnote Media, euh, qui avait pour vocation du coup d'accompagner des projets sur la partie marketing et communication. Je suis restée chez Coinnote pratiquement plus d'1 an et demi. Je suis passée de CMO, puisque quand je suis rentrée, j'étais CMO, je m'occupais uniquement du marketing, à CEO. C'est un rôle un peu couteau suisse, hein, CEO, on fait beaucoup de choses enfin, on fait plein de choses différentes. Et du coup, j'ai construit mon équipe, structuré les livrables, gérer les projets clients. Enfin bon, voilà, la liste est vraiment non exhaustive parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En parallèle de ça, j'ai fait la formation en tant que consultante blockchain chez Alira. Donc, suite à cela, donc 1 an après, je suis passée formatrice chez Alira pour les consultants blockchain. Ça a été vraiment une vraie révélation, justement, dans cette volonté de transmettre et comment on appréhende les informations, comment on appréhende les éléments qu'on a appris et qui sont pas toujours très faciles à transmettre. Et justement, ça a été une vraie révélation pour moi, le fait de vouloir partager, de vouloir transmettre. C'est aussi ce qui m'a aidé un peu plus à prendre la parole, parce que jusqu'à présent, donc là, on est à peu près en octobre 2022. Ouais, c'est ça. Non, 2023, attendez, je suis un peu perdue. Non, 2022, c'est bien ça. Octobre 2022, du coup, j'étais très discrète. En fait, je travaillais souvent dans l'ombre. Et justement, de prendre la parole auprès des élèves d'Aira, de comprendre que tout ce que j'avais appris a de la valeur, finalement. Il y a beaucoup de gens qui ont le syndrome de l'imposteur dans cet écosystème. Donc, du coup, c'est vrai que il y a beaucoup de choses qui font que les gens ont parfois peur de prendre la parole, et je me suis rendu compte que c'était hyper important. Et du coup, donc, depuis octobre 2022, j'accompagne les élèves de la formation consulting blockchain maintenant, dans leur apprentissage. Et en septembre 2023, j'ai rejoint le Crypto Daily en tant que CEO. J'avais besoin de nouveaux challenges, j'avais fait beaucoup de prestations de services. En parallèle de ça, j'ai été aussi consultante, et je le suis toujours un peu, consultante en stratégie et surtout stratégie marketing pour des projets. Et du coup, j'ai toujours fait de la prestation de service, en fait. Et le challenge du Crypto Daily, d'aller plus sur
de l'actualité, du divertissement, un peu plus une communication retail aussi, alors que j'avais fait beaucoup de B2B. Bah, ça m'a... Et puis, en plus, j'ai pris le Crypto Daily. Donc, je vais pas dire à ses débuts parce que Benjamin, donc en septembre 2023, il avait déjà battu un gros boulot. Hein. Ça faisait déjà un an qu'il tournait. Donc, ça part pas de zéro. Mais il y a énormément de perspectives d'évolution. J'aime bien faire ce 0 to 1 avec les boîtes. Donc, pas zéro, mais vous avez compris le parallèle. Et du coup, c'est pour ça que j'ai rejoint le Crypto Daily, pareil, donc en tant que CEO. Voilà, j'ai essayé de résumer mes 3-4 dernières années en 5 minutes. Je ne sais pas si c'était assez Non, mais efficace. c'est trop bien, ouais, c'est trop, trop bien. Et je trouve que c'est vraiment encore la beauté de justement, bah, de cet écosystème, c'est que, comme tu dis, il y a des gens qui peuvent avoir un peu ce syndrome de l'imposteur et cetera. Mais parce que là, enfin, personne peut arriver et de dire: «Bah, ouais, j'ai 15 ans d'expérience dans le web 3», enfin, ils se comptent sur les doigts de la main et au final, c'est ça qui est cool aussi. C'est la grosse force que je vois, c'est que tout le monde peut aujourd'hui, aller chercher des infos, se former. Bah, comme tu l'as dit, il y a l'IRA, il y a plein de formations, vraiment très, très qualitatives qui sont en train de se mettre en place dans l'écosystème, en France, à l'étranger et cetera. Et au final, ben, il y a pas enfin, moi, j'aimerais qu'on arrête avec ce, ouais, ce bullshit de, il faut faire, des diplômes, des trucs, des machins. Alors, le Web3 redistribue les cartes à ce niveau-là. Tu as envie d'avoir des compétences, bah, tu t'intéresses à un domaine, tu le ponces, tu regardes les projets qui se font, tu contactes les founders, tu as encore de la proximité aussi avec plein de projets dans le Web3, je trouve, et tu peux vraiment aller, bah, monter en compétences et au final, enfin, arriver avec l'étiquette expert, enfin, on s'en fout au final de ça, juste te dire: «Bah, j'aime ce topic, j'aime cette niche dans le Web3, je m'y intéresse et c'est en train de bouger et je suis le truc et cetera», et je trouve qu'en tout cas, Ouais. il y a cette liberté qui est cool, tu vois? Ouais, carrément, je te rejoins à 100%. Il y a énormément de personnes qui sont autodidactes et au final, c'est les personnes les plus intéressantes avec lesquelles j'ai pu travailler. J'ai fait beaucoup de recrutement hein, durant ces dernières années. Il y a toujours ce truc de... Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais il y a toujours ce truc de est-ce que je prends quelqu'un qui est passionné de l'écosystème et même s'il a un peu moins les compétences métiers, est-ce que à l'inverse, je vais privilégier les compétences métiers et je vais essayer de le former à l'écosystème il n'y a pas de bonne formule, mais honnêtement, moi personnellement, j'ai finalement plus eu d'atomes crochus, on va dire, et de possibilités d'évoluer avec des personnes qui étaient juste passionnées par le Web3 en fait et qui voulaient mettre les mains dedans et qui voulaient comprendre. Et même si les compétences métiers, ils les avaient pas, bah, justement, c'est à moi d'essayer de les transmettre et de les faire monter en compétences. Mais, euh, mais ouais, c'est un vrai sujet. Ouais. Ouais, je suis de cette école-là, en tout cas, où à partir du moment où quelqu'un a de l'énergie et a envie d'avancer, ben, je préfère 1000% une personne qui a de l'énergie et qui a peut-être un peu moins de compétences qu'on va pouvoir faire monter, que quelqu'un qui arrive, qui a tous les diplômes ou qui a tout, sur le papier, qui est tout carré, mais au final, qui apporte pas forcément, l'énergie. Je trouve que encore plus dans un écosystème qui est en train de, ouais, qui push et ouais, qui part dans tous les sens, où ça va bouger très vite. Là, on voit dès que, enfin là, c'était en bear market, donc c'était un peu plus calme. Mais on sait très bien qu'en bull market, enfin, les mecs qui ont pas de jus, qui ont pas d'énergie, Ouais. c'est Ouais, compliqué, ouais, quoi. c'est clair, ça sert à rien. Ouais, c'est sûr. Après, il y a enfin, cet élément-là, c'est quand même que le marché, alors on est en train de plus en plus de se professionnaliser et de se décorréler justement du marché crypto invest, enfin la partie spéculative crypto, mais quand même, on voit que l'activité est énormément corrélée au cycle de marché, tu vois. Et ça, c'est sûr que c'est à anticiper, c'est assez enfin, c'est problématique. Oui, problématique, ça l'est un petit peu au final. En tout cas, c'est significatif d'un manque de maturité encore, même si je te dis, je vois que ça quand même, ça évolue. Euh, mais ouais, ouais, c'est clair que il y a besoin d'énergie et surtout en bull run. Et donc là, Laura, tu parlais juste avant de passion liée au Web3 et tu parlais aussi effectivement des cryptos. Pour toi, tu as commencé cette passion dans le Web3 grâce aux cryptos. C'est ce qui t'a fait lancer, tu l'as expliqué un petit peu en introduction, mais en gros, ton premier intérêt est venu du Web3 en investissant dans les cryptos et en te disant, OK, c'est un monde incroyable, maintenant je dois me former. C'est ça qui t'a démarré de ta motivation pour ça. Bah, c'est ce qui m'a. Alors, démarré. Ouais, je sais pas si c'est ce qui a démarré ma motivation. C'est clairement ce qui a démarré ma prise de conscience, en tout cas.
Je sais pas si j'aurais... Enfin, j'avais déjà entendu parler des cryptos, mais sans vraiment comprendre. Je sais pas si j'aurais dig plus que ça si j'avais pas commencé à investir. C'est franchement, en toute transparence, c'est fort possible. Par contre, ce que je sais, c'est que en fait, j'ai aussi ce truc de... Moi, je suis née dans un écosystème très tech, en fait. Mon père est ingénieur réseau. Lui, il connaît la blockchain depuis toujours, en fait. Enfin, depuis toujours, c'est encore mauvais. Et, et par contre, il a essayé de me le transmettre, mais moi, j'ai été très réfractaire. À mes 15-16 ans, moi, je voulais aller voilà, faire de la communication avec mes copines, enfin, voilà, partir sur des filières où j'allais être plus avec, voilà, avec des amis, où j'avais l'impression que c'était la fête tous les jours. Enfin, globalement, je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Et j'avais l'impression que, voilà, parler informatique et réseau, j'allais me retrouver selfie dans une classe de 15 mecs, que ça allait être hyper technique, tout ça. Alors qu'au final, bon, là, je me retrouve dans ce qu'il me disait la dernière fois, exactement là où il voulait me voir, quoi. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, c'est pour répondre à ta question, parce que j'ai un peu dérivé, mais oui, en effet, c'est la partie invest qui m'a fait connaître et vraiment diguer le sujet. Mais je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours eu un peu cette âme un peu tech qui a besoin de comprendre comment les choses fonctionnent quand on utilise. Quand j'étais plus jeune, il me faisait coder mais en CSS mes coloriages, tu vois, genre, qui fait ça. Ah ouais. Ah, il Et du rigolait coup, pas, je pense que j'ai forcé. papa, là. Ouais. Et du coup, genre, je pense que bah, c'est dans mes racines, quoi. Ah ouais, t'as été biberonné en fait au code, hein. Direct dans le Ah biberon, il devait mettre ouais. des lettres de code pour directement te Ouais, mettre mais tu dans vois, l'écosystème un peu. le parallèle, finalement, c'est que tu es réfractaire après, quand tu dois prendre tes propres choix, bah, du coup, tu fais l'inverse, quoi. Mais bon, C'est voilà, souvent en ça, tout cas, c'est ça. effectivement, quand tu as été biberonné, tu dis, oh, je ne veux pas aller dans ce qu'on m'a dit toute ma vie. Alors, il y en a qui adorent, il y en a qui sont réfractaires, mais toi, quelque part, au début, tu as été un peu réfractaire, et puis après, tu t'es dit, bah, en fait, non, j'y vais. Et maintenant, tu es là-dedans à 1000 à l'heure. Donc, un peu merci, papa, aussi, de m'avoir biberonné et expliqué un petit peu tout ça. Acculturer ouais, à sa manière, quoi. Ouais, c'est fou. C'est fou parce que c'est très intéressant parce que dans l'écosystème Web3, on n'a pas énormément de femmes. Tu fais partie des personnes de l'écosystème et vous n'êtes vraiment pas nombreuses. Et donc, bravo pour toi de prendre le pli, de tenter d'arriver et de réussir l'expérience Web3. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Et effectivement, bah, le fait de peut-être d'avoir été biberonné, ça te motive encore plus de dire, bon, bah, effectivement, c'est quelque chose qui me plaît et c'est ouais, bravo à toi. Quand on parle ensemble au niveau Web3, crypto, blockchain, euh, la technologie qui t'intéresse le plus, c'est forcément celle de la blockchain, hein, c'est ce que tu disais. Qu'est-ce que toi, tu penses à court et moyen terme de la blockchain? Est-ce que pour toi, c'est une révolution? Est-ce que c'est quelque chose qui va bien au-delà des cryptos? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, c'est une super question. Je pense que on pourrait rester des heures dessus. Alors, est-ce que c'est une révolution? Même moi, j'ai parfois été en désaccord avec moi-même. Je pense finalement que c'est juste une évolution et pas vraiment une révolution. C'est une suite logique de la digitalisation de la consommation, justement, de notre manière de consommer et surtout de consommer du digital. Donc, je ne citerai pas ça comme une révolution à proprement dit. Et d'ailleurs, plus le temps passe et plus je me dis que l'aspect révolutionnaire de la blockchain, en mode on va aller disrupter complètement le système financier, etc., bah, j'y crois de moins en moins, honnêtement. Et en fait, j'y crois de moins en moins et je me demande vraiment si c'est souhaitable ou pas. Je suis arrivée avec un peu cet esprit Cypher, avec bah voilà, les bases de Bitcoin, peer-to-peer cash system. Tu vois, c'est vraiment de se dire, voilà, on va supprimer les intermédiaires. Plus le temps passe, plus je commence à comprendre aussi comment les gens fonctionnent et comment les gens consomment. Je me dis qu'il y a des endroits, il y a des moments, il y a des situations où, en vrai, un intermédiaire, il a tout à fait sa place. Par contre, je suis pour la transparence. Et c'est là où vraiment je trouve que la blockchain a toute sa place. C'est juste faire les choses en toute transparence, en toute honnêteté. J'ai pas mal de valeurs liées à la loyauté, enfin voilà, c'est des choses qui me drivent. Et du coup, c'est surtout cet aspect-là qui me fait dire que le fait de pouvoir
être transparent, voir les choses comment elles sont, telles qu'elles sont. Ça, c'est vraiment ça, le plus important. Ouais, vraiment le fait qu'on puisse rétablir un petit peu des règles, enfin, c'est pas des règles justement, mais c'est ouvrir tout simplement les choses pour que tout le monde puisse voir ça. Moi, il y a aussi, j'aime beaucoup ça et j'aime beaucoup le côté mondialisation aussi. Notamment, voilà, en fait, donner, l'opportunité à tout le monde de pouvoir, investir où il veut dans le monde, peu importe. Donc ça peut être acheter des cryptos, ça peut être acheter des bouts de projets tokenisés, ça peut être plein de choses. J'aime beaucoup ce truc-là lié à la blockchain qui, en fait, bah, tu as une identité numérique. OK, tu as ton wallet, mais en fait, il te permet de faire plein de choses et à partir du moment où tu as, une connexion, internet, et accès à un téléphone ou un «ordi» entre guillemets et ben, tu peux quand même, bah, échanger de la valeur, que ça soit des cryptos, que ça soit des tokens, que ça soit, plein de choses différentes. Je sais pas si toi tu as un avis par rapport à ça? Est-ce que c'est un sujet sur lequel, ouais, tu es drivé aussi par rapport à ça ou c'est vraiment l'aspect de transparence qui te plaît, le plus? Non, tu as complètement raison. Je pense que l'aspect sans frontières est hyper important aussi. C'est là où je prends la position d'entrepreneur et ça devient un peu compliqué aussi de se dire en fonction des législations, communiquer sur un pays, communiquer sur un autre, c'est compliqué tout ça. Et c'est là où on commence un peu à perdre euh, cet esprit en fait. Mais pour autant, je te rejoins à 100%. C'est incroyable de voir déjà. Ouais, c'est incroyable de voir des équipes qui sont composées de personnes qui viennent du monde entier sur un même projet, tu vois. Tu as des équipes, ils sont 10, 15 et en fait, ils sont chacun sur des fuseaux horaires différents, tu vois. Et ça, c'est juste top. Et c'est pas pour autant qu'ils délivrent moins bien. Donc, je pense que c'est une très bonne façon aussi de voir comment la manière de travailler euh, va évoluer. La tech a souvent été très précurseur sur le flex office, le remote, sur les open space et tout ça. Et je pense que bah, voilà, la blockchain peut un peu montrer quelles sont les tendances en termes de manière de travailler ensemble. Euh, et donc là, j'ai pris la position entrepreneur sur une position un peu plus investisseur et tout simplement dépenser son argent. Ben, en fait, c'est clair et net que pouvoir enfin, faire un transfert à l'autre bout du monde en une minute chrono un dimanche à 20h, bah ça, tu le feras jamais avec une banque, quoi. Donc ça, c'est clair que ça a énormément d'importance. Ouais. Et quand tu parles du coup blockchain, donc on peut penser à l'école aussi de la blockchain qui est à l'IRA. Donc tu as été formé par Alira, ce qui est quand même incroyable. Et en plus de ça, ce qui est encore plus incroyable, c'est que maintenant que tu t'es fait former, maintenant tu formes. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment c'est venu cette opportunité, comment tu as fait pour passer d'élève à prof, entre guillemets, comment tu es passé justement de je veux comprendre ce que c'est que la blockchain et maintenant j'enseigne la blockchain. C'est quand même incroyable ça. Ouais, c'est vrai, franchement, c'est une chance incroyable. J'en ai souvent en communication et je les remercie à chaque fois pour ça parce que, en tant qu'élève, j'étais une élève moyenne, assez discrète à l'époque. Euh, et j'emmagasinais beaucoup d'informations, je comprenais les choses. Par contre, quand je devais expliquer autour de moi ce que j'apprenais, des gens curieux de ma famille, de mes amis, tout ça, c'est très compliqué à transmettre. C'est un truc que je dis maintenant aux élèves, c'est un très bon début et c'est pour ça qu'il faut comprendre comment fonctionne une blockchain, ce que c'est une blockchain et surtout quels sont, et on pourra en revenir après, mais quels sont les usages, les opportunités qu'offre la blockchain. C'est très bien de le comprendre et ensuite pouvoir le retranscrire, ne serait-ce que pendant leur examen en fait. Hein. Quand je me mets de l'autre côté de la barrière et que je leur pose des questions, je vois qu'ils ont ce blocage parce qu'ils n'arrivent pas à juste à mettre des mots en fait dessus. Et du coup, ça c'était un constat. Est arrivé donc octobre 2022 avec, je pense, alors j'ai pas les données en tête, mais je pense que c'était la plus grosse promo d'Alira pour les consultants blockchain. Et du coup, en fait, là, ils ont dû scinder carrément en 3 groupes parce que sinon, ça faisait des lives de personnes trop nombreuses, enfin de trop nombreuses personnes, pardon. Et du coup, il leur a fallu s'entourer d'autres formateurs. Donc, j'ai eu des périodes de doute où, voilà, un sentiment d'imposteur, on en parlait un petit peu tout à l'heure.
J'ai énormément été poussée par Daniel, directeur pédagogique. Avant mon premier live, je lui ai dit, Daniel, ce soir, je le fais, mais je crois que c'est la dernière fois, je suis dans un niveau de stress impossible. Genre, il m'a dit, non, mais fais-moi confiance. Si je t'ai sélectionné, ça fait des années que je suis directeur pédagogique, pas que je suis à l'IRA, c'est que je sais que tu en es capable, et j'ai bien fait de lui faire confiance, justement, et de pousser là-dessus, parce que du coup, ça m'a permis de me découvrir vraiment une passion déjà pour le fait de transmettre. Et puis, je pense que c'est je me sens tellement utile, en fait. C'est vraiment ça qui est important aussi dans ce rôle de formateur. C'est vraiment là où je me sens le plus utile pour notre écosystème, moi, je pense. Ouais, il y a le côté give back aussi à la communauté et give back, à cet écosystème qui, aujourd'hui, toi, te permet de vivre et de kiffer aussi, travailler dans un environnement qui est cool, et c'est un peu ta façon de, ouais, de redonner, à la communauté, quoi, j'imagine. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai, pour l'instant, surtout au niveau francophone, alors je le dis depuis des années, donc c'est de plus en plus gros, mais on est quand même dans un écosystème assez petit. Moi, ça m'est arrivé il y a quelques temps de faire des calls, genre avec un client, je prends cet exemple-là parce qu'il est assez marquant, un client qui était de mémoire, je crois que c'était en Biélorussie, enfin bon, absolument pas en France en tout cas. Et il y avait donc un consultant marketing, donc une consultante marketing, c'était moi, consultante économiste, consultant légal et consultant technique. On était 4 anciens élèves d'Alira, tu vois. Et là, tu te dis, sur un client en plus qui est même pas en France. Et là, tu te dis, écoute, on sait pourquoi on a fait ça, on sait pourquoi on est là. Et clairement, les gens que j'avais dans ma promo, c'est aussi des futurs collaborateurs, des futurs partenaires, des futurs associés, tu vois. Donc, et des gens que je forme, je suis certain et oui, j'en suis certaine que je vais les retrouver dans le travail plus tard. Ouais, c'est aussi, la création du réseau qui se met aussi en Mm. place, qui est ultra important. On sait que, le Web3 aujourd'hui, c'est comme tu as dit, c'est un écosystème qui est pas encore très grand où, beaucoup se connaissent. Ça peut se faire, du coup, via les formations. Il y a beaucoup d'événements. Est-ce que toi, tu participes aussi aux événements qui se font, en France ou à l'étranger? C'est un truc que tu fais? Ouais, ouais, carrément. Alors, j'ai une grosse période d'événements au tout début. Vraiment avec, tu redoubles d'énergie et t'es partout. Donc, au tout début où je me suis professionnalisée, 2020, ouais, année 2022, on va dire. En 2023, j'avais un peu plus levé le pied. J'ai fait juste ETHCC et Surfing Bitcoin. Toujours au niveau français, par contre. Je crois que je réfléchis, mais il me semble pas avoir fait d'événements internationaux. Et non, à l'international, non. Et puis là, avec le Crypto Daily, du coup, je veux dire, c'est un des gros canaux de communication pour nous, c'est les événements. Beaucoup me disent, oui, Benjamin, je le vois partout, à tous les événements. Bon, je suis là aussi pour le soulager un peu et prendre le relais là-dessus. Donc, j'en fais beaucoup déjà et je vais en faire de plus en plus certainement sur 2024. Là. Ouais, on voit qu'en tout cas, il y en a de plus en plus qui s'organisent. C'est vraiment cool. Il y a eu Cryptoxer là qui a bien fonctionné. Dans le sud, là, il y a un événement aussi fin février qui est vraiment top. Il y a plein d'événements là qui sont en train de se mettre en route. Donc, c'est encourageant. J'ai envie de dire, c'est vraiment encourageant parce qu'au-delà de, comme on dit un peu, voilà, la création, le réseau, et cetera, ça veut dire que de plus en plus, on parle de cet écosystème et il y a de plus en plus de «nouvelles personnes» entre guillemets qui découvrent cet écosystème, soit pour investir, soit pour autre chose, mais qui, petit à petit, viennent aussi, comprendre parce que c'est vrai que comme tu disais, le fait, d'anéantir l'ancien système et de tout remplacer en décentralisé, bon, c'est une vision qui Mm. peut-être beaucoup, voilà, partagent. Mais, c'est vrai qu'au final, c'est peut-être le modèle hybride qui va mieux fonctionner. C'est la cohabitation des 2 systèmes qui va fonctionner et qui va faire en sorte que, oui, pour certaines choses, au final, on utilise les cryptos, pour certaines choses, on utilise la blockchain. Il y a encore des trucs qui, en fait, vont être centralisés et qui vont très, très bien fonctionner et on n'est pas forcément obligé d'annihiler et de détruire tout ce qu'on a fait, avant, Mm. plutôt de rajouter des choses avec de l'utilité toujours, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est important ce que tu dis avec de l'utilité, et je pense que l'utilité dépend aussi des pays, tu vois.
Il y a des pays où la proposition de valeur d'être un peer-to-peer cash system de Bitcoin, c'est hyper important en fait, parce qu'ils n'ont pas de moyens de transférer de l'argent facilement, ils sont dépendants. Et nous, c'est vrai que je pense qu'en Europe, il y a des datas dessus que j'ai pas du tout en tête, mais en Europe, on est majoritairement là pour l'aspect investissement. Euh, quand des pays comme l'Asie Pacifique, enfin l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique, c'est beaucoup plus vraiment pour l'utilité de base, la proposition de valeur de base de système de paiement, quoi. Ouais, même jouer en C'est Amérique, là, en c'est Amérique là où c'est important. Amérique latine, aussi. à fond. Vas-y, Jean. Ouais, non, mais je dis c'est là où c'est important. C'est là où c'est important. Et toi, Laura, comment tu fais? Donc, maintenant, tu es un petit peu multicasquette dans l'écosystème. Tu es présente sur les médias, tu es présente en tant que formatrice, tu es présente en tant que rédactrice. Comment tu fais pour avoir autant d'idées en permanence, pour toujours trouver des nouveaux sujets? Parce que tu fais de la rédaction, enfin, tu t'arrêtes pas. Comment tu fais pour avoir autant de choses en tête et comment tu arrives à apporter autant de valeur dans tout ce que tu fais? C'est gentil. Écoute, en fait, je pense que c'est vraiment déjà rester à l'écoute, aiguiser son esprit critique. Et je pense qu'il y a un moment où tu te mets dans un mindset. Alors déjà, il faut absolument pas, d'après moi, se retrouver en surmenage, essayer de dire à 10h ce que tu vas faire à 10h15, parce que sinon tu vas être trop focus sur l'urgence et pas assez dézoomé par rapport à ce que cette tâche-là finalement t'a apporté. Et puis après, ouais, c'est surtout être à l'écoute, échanger avec les gens, développer son esprit critique et puis prendre du temps. Moi, je sais que j'essaye de me mettre des rituels, tu vois, tous les soirs, j'essaye de mettre une demi-heure et de me poser sur qu'est-ce qui a été important dans ma journée, qu'est-ce que je pourrais en retirer, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer. C'est des choses que je conseille aussi à mes équipes pour s'améliorer, donc j'essaye de me l'appliquer. Moi aussi, quand même. Pas forcément. Faites ce que je dis, mais faites aussi ce Ouais, que je fais. sinon, On va c'est dire ça. ça comme ça. Je comprends, Laura. Et toi qui est formatrice à l'IRA, je pense que tu as dû voir passer un peu tous les sujets, tous les styles de personnes. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes que tu veux nous partager qui peuvent être des moments drôles ou des moments où tu as appris des choses, où tu as vu des choses avec l'école? Parce que quand tu arrives avec l'école, tu as des gens qui viennent qui n'ont jamais entendu limite parler de la blockchain ou très, très petitement. Donc, il doit y avoir des moments drôles, il doit y avoir de tout. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une anecdote liée à l'école sur un cours, sur une réaction, sur un élève? Alors, sans donner des noms, bien sûr, mais... Je prends quelques secondes pour vous remercier d'être avec nous sur cet épisode. C'est d'ailleurs pour cela que nous aimerions vous offrir notre guide sur la tokenisation. Il est disponible dans le lien en description. Vous allez pouvoir apprendre encore plus sur cette révolution. Si vous voyez de la valeur dans nos conversations et notre contenu, vous pouvez également nous soutenir en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci, car grâce à vos évaluations, vous nous aidez à toucher encore plus d'auditeurs passionnés comme vous. Reprenons l'épisode. Ouais, non. Je réfléchis. J'ai rien qui me vient spécifiquement en tête là, genre vraiment un moment. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je pense que les langues se délient de plus en plus enfin, pas se délient parce que c'est pas le bon mot, mais les gens prennent leur espace de plus en plus quand tu es en petit comité. Et c'est vrai que sur les cours où j'interviens à 50 élèves, 40-50 élèves, bon, voilà, tu en as toujours une dizaine, une quinzaine qui posent des questions et puis des autres qui sont en retrait et juste qui écoutent. Non, après, ouais, des petites anecdotes, mais c'est surtout, tu vois, genre justement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec le fait que ce soit borderless, enfin, qu'il n'y ait pas de frontières et tout, c'est que j'ai eu la dernière fois, je fais passer un examen et du coup, la personne était, alors je sais plus de quel pays d'Afrique, et alors elle était dans le hall d'un hôtel, tu vois, pour pouvoir avoir la connexion et pour pouvoir passer son examen dans des conditions du coup qui sont pas l'idéal pour elle, mais qu'il voulait aller jusqu'au bout, il voulait son truc, tu vois. C'est fou.
vraiment déterminé à passer l'examen, quoi. Donc, incroyable. Ouais, c'est ça, Incroyable. exactement. Et puis après, ouais, j'ai des sessions où on appelle ça plutôt des sessions d'accompagnement et de soutien. Là, du coup, c'est un plus petit comité. Donc, tu vois, c'est marrant, la plupart, ils sont dans leur... on essaye justement de les mettre le vendredi soir pour pouvoir que ce soit vraiment les joueurs, pareil, qui soient déter, qui viennent. Et la plupart du temps, ils sont dans leur bureau en mode ouais, je suis au travail, mais pas trop. J'écoute enfin, je participe, j'écoute et j'essaye de participer comme je peux sans trop me faire cramer non plus, tu vois, parce que bon, c'est pas les circonstances idéales. Et ouais, c'est important de voir, enfin, c'est vrai, ça fait chaud au cœur de voir autant de motivation et de détermination auprès d'un public qui est à peine averti finalement, parce que quand ils arrivent chez Alira, en général, ils savent pas exactement ce pourquoi ils sont là et ce vers quoi ils vont tendre, quoi. Et est-ce qu'il y a un type du coup de profil qui commence à se dessiner ou pour les gens qui veulent justement devenir consultant blockchain, est-ce que toi tu as vu un peu des profils qui voilà commencent à se dessiner ou bah, du coup ça reste, ultra varié et tu as des gens de partout, de tous les âges, de tous les backgrounds, c'est encore très mélangé? Ouais. Ouais, c'est hyper mélangé. Et franchement, je sais pas comment se fait le sourcing et je poserai la question parce que c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment hyper mélangé. Du coup, ça rend le discours parfois un peu difficile parce que tu fais un peu du masse en fait et que c'est pour ça qu'il y a des séances où c'est un peu plus personnalisé, comme je vous disais, sur le vendredi soir et tout. Mais parce que moi, ce que j'essaye de leur conseiller, c'est vraiment de se dire bon, bah, vous avez des compétences issues de votre passé professionnel. Donc, prenez ces compétences et servez-vous-en pour les mettre à profit dans ce que vous voulez construire. Ou des verticales métiers. Par exemple, j'ai une de mes anciennes collègues qui était dans la santé. Bon, bah, derrière, elle est partie sur la blockchain dans la santé et elle a développé un projet là-dessus. Mais sinon, non, pour répondre à ta question, les profils sont hyper variés. Et contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a pas tant que ça de personnes issues de la tech. Je pense que peut-être c'est des profils qu'on retrouvera plus sur la formation développeur d'ailleurs, mais sur l'aspect consultant, après, il faut se le dire, hein, honnêtement, un consultant blockchain, ça va un peu tout dire et rien dire. Tu peux être consultant, comme je vous disais, sur tellement de verticales différentes. Voilà, moi je pense que ces 4 piliers là que j'ai cités tout à l'heure, le légal, le juridique, la partie tokenomics, la partie marketing et la partie technique, c'est vraiment déjà 4 cœurs de métier qui sont indispensables pour mener à bien un projet. Et voilà, et je pense que derrière, il y a encore une spécialisation à faire pour pouvoir essayer de se professionnaliser au mieux et d'être le plus pertinent par rapport à ce qu'on peut apporter au projet. Et au niveau des formations, comment ça se passe? C'est donc tout en ligne, il n'y a quasiment rien en physique. Ça dure quoi, 3 mois, 6 mois? Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur les différents styles de formation et comment ça se déroule? Oui, alors bon, après moi, je suis que formatrice, hein, donc c'est-à-dire que j'ai le contact avec l'équipe pédagogique pour mon cadre à moi et ce qui me concerne et ce que je dois transmettre moi. Mais oui, c'est des formations sur 3 mois, donc 12 semaines. Il y a à peu près 8 heures par semaine de cours vidéo asynchrone et ensuite des lives de 2 heures. Bah, ça dépend des promos, mais globalement, au moins le lundi, le mercredi, le jeudi, 2 heures en live avec un professeur, un formateur. Donc ça fait vraiment pas mal de choses et ils arrivent à pouvoir. Est-ce qu'ils ont le choix entre, tu parlais qu'il y avait 4 domaines, entre guillemets, le juridique, le marketing, le tokenomics, etc. Est-ce que dès qu'ils rentrent chez Alira, ils ont l'obligation de faire les 4 parce que c'est une formation où il y a les 4 dedans, où ils doivent vraiment choisir, parce qu'il y a aussi la partie tech, donc ça ne doit pas être facile pour tout le monde. Ils ont le choix? Ouais, non, honnêtement, c'est même du post-formation. Enfin, il y a cette approche pendant la formation, mais la formation Alira, elle permet vraiment d'avoir un socle commun et des bases communes sur comment fonctionne une blockchain, déjà d'où vient la blockchain, quelle est l'histoire de la blockchain et pourquoi, en fait, elle a sa pertinence dans notre société actuelle.
Ensuite, comment elle fonctionne techniquement. Donc, 2 semaines sur Bitcoin, 2 semaines sur Ethereum, on va aller vraiment voir, mettre les mains dans le cambouis et voir comment fonctionne un consensus, comment sont transmises les transactions, comment sont diffusés les blocs, quoi. Enfin, voilà. Et ensuite, donc là, on est à peu près sur déjà 7 semaines de cours. Et après, tu as les 5 dernières où justement, on aborde plutôt les verticales que je t'ai citées. Donc, pas une semaine après l'autre, mais globalement une approche de tout ce qui est partie économique, une approche de tout ce qui est partie outils du consultant aussi, parce que c'est un sujet dont on n'a pas parlé et qui peut faire aussi pas mal le lien avec ce que je fais au Crypto Daily. On est vraiment quand même dans un écosystème où il y a deux choses. C'est un peu d'infobésité, il y a beaucoup d'informations tout le temps. Et sur une chambre d'écho aussi, où il y en a un qui dit un truc et l'autre le reprend, mais de manière différente. Et au final, tu sais plus... Enfin, tu lis 4 fois la même chose, dit de manière différente, et voilà, il y a beaucoup d'infos, quoi. Donc, il y a toute cette partie-là, les outils du consultant, comment aller chercher les infos. Il y a de plus en plus, même maintenant, de sujets autour de la data on-chain. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à aller chercher là-dedans. Donc, ça, on en parle aussi. Et puis, après, ça se termine justement par tout l'aspect... juridique. Le truc, c'est que, non, justement, pas tout l'aspect juridique, parce que tu es obligé de le survoler. Déjà, premièrement, parce que la formation, elle n'a pas été faite par des personnes dont c'est le métier, hein, et il y a des considérations légales à échelle de ce que nous, en tant que consultants, on a pu voir au travers de nos expériences. Et puis aussi parce qu'en fait, il faut se le dire, et c'est ce qui est très difficile avec une formation, c'est que ça change tout le temps. Donc, tu es obligé en termes de mise à jour, sinon, c'est trop compliqué, quoi. Surtout sur un sujet comme ça où c'est jamais vraiment fixe pour l'instant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Niveau régulation, on ne sait pas exactement encore où on met les pieds, quoi. Ouais, ça La bouge très vite. régulation, c'est encore le début. Ouais. C'est clair. Ouais, et du coup, je suis curieux d'avoir un peu ta vision justement sur ce métier de consultant blockchain. Comment est-ce que ça peut se transformer? Comment est-ce que dans les années qui viennent, ça peut évoluer? Parce que, comme tu dis, c'est déjà une très, très bonne base, et c'est important que tu dis: «OK, on a un socle commun», mais au final, on donne vraiment aussi des outils aux consultants, pour aller entre guillemets, voilà, aller chercher leurs clients, gérer leurs projets, et cetera, et cetera. Parce que c'est aussi un autre métier entre guillemets, enfin, c'est un métier qui fait partie du consulting. Il faut être capable de le faire. Et ouais, c'est quoi un peu ta vision, toi, pour les consultants blockchain, pour l'avenir? Est-ce que tu penses que ça va, encore plus, j'ai envie de dire, se spécialiser, où les gens, ils ont vraiment l'obligation derrière ça de prendre une spécificité, ou ils peuvent quand même rester sur de la gestion de projet, on va dire, d'une façon plus générale? C'est là où j'allais en venir, en fait. Je pense que pour l'instant, c'est un peu un mot fourre-tout. Tu as beaucoup de gens qui sont là pour faire aussi de la gestion de projet, qui est carrément un autre métier pour moi, et qui est nécessaire aussi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'étais pas encore là, j'étais pas encore élève chez Alira, mais avant d'être de faire consultant blockchain, enfin la formation de consultant blockchain, c'était une formation qui s'appelait chef de projet blockchain, qui a été un peu retravaillé. Pour moi, honnêtement, les deux se complètent. Le consultant, par définition, il fait beaucoup plus de consulting. Il met beaucoup moins les mains dans le cambouis aussi. Alors que le chef de projet, il va être là pour coordonner justement toutes les parties prenantes que je vais citer, et qui est non exhaustive, hein, clairement. Peut-être des projets qui vont me dire non, mais nous, absolument pas. Le légal, c'est absolument pas ce qu'on veut. Il nous faut d'autres pôles de développement. Mais le chef de projet, il va plutôt être là pour coordonner un peu toutes ces parties prenantes. Quand, pour moi, le consultant, il sera quand même sur une verticale. Après, tu peux avoir, au fur et à mesure de tes années d'expérience, moi, je travaille avec un tokenomiste. Honnêtement, je sais que au moins sur la partie économique, c'est son métier, technique et marketing, en vrai, il peut faire le taf tout seul, hein. Clairement, il a vu passer tellement de projets que du coup, il est capable largement de couvrir ces 3 pôles, en tout cas sur un début de projet, un projet qui est en démarrage. Mais pour moi, tu as quand même toujours
un domaine d'expertise. Tu sais, c'est un peu les compétences santé, tu vois, tu as un socle de compétences et après un domaine d'expertise. Et honnêtement, enfin, je veux dire, je pense qu'il faut quand même se concentrer là où on est bon, même si on est quand même dans un écosystème de curieux. Et je vois beaucoup de consultants qui vont d'un domaine à l'autre, surtout dans la tech, par exemple, qui font développeur, ensuite qui font de l'architecture, ensuite qui font que du bac. Enfin, voilà, donc moi, j'ai répondu partiellement à ta question. Je pense qu'il y a des cas vraiment spécifiques, tu vois, mais globalement, je conseille quand même de se nicher. Pour l'instant aussi, il n'y a pas non plus 1 milliard d'élèves, donc c'est difficile d'avoir 1 milliard de formations. Par contre, de plus en plus, l'écosystème va grandir, de plus en plus, il y aura, je pense, des formations qui seront spécialisées sur formation en tokenisation, spécialisées formation crypto, spécialisées. Et je pense que ça va être de plus en plus le cas, et tu as raison, parce que l'écosystème est petit, mais va grandir. On ne va pas pouvoir former tout le monde en même temps. Tu parlais de cours jusqu'à 50 élèves, bah, effectivement, pour les personnes qui sont extraverties, c'est cool parce qu'ils parlent dans tous les sens. Ceux qui sont un peu plus introvertis, bah, ils ont moins la possibilité de parler. Donc, effectivement, les cours plus petits, peut-être plus intimistes, ils vont préférer. Et je pense que dans le futur, il y aura peut-être de plus en plus des cours intimistes avec 10, 15, 20 personnes dans un sujet précis, comme, je sais pas, consultant en tokenisation, consultant crypto, consultant je sais pas, go-to-market, enfin voilà, chef de projet, etc. dans le Web3. Et je pense que ça sera de plus en plus le cas, et tu as raison quand tu expliques ça. Et toi, en parlant de justement de structuration, c'est quelque chose, on sait où tu es assez doué. Comment tu fais pour accompagner des sociétés à structurer, des sociétés ou des fondeurs à structurer leur projet Web3? Comment tu apportes quelque chose d'essentiel à eux, et comment tu les aides à définir leur produit de market fit? Ouais, product market fit, c'est un grand mot. Après, globalement, oui, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Je pense que, alors, je pas une réponse bien qui va pouvoir tout englober, hein, c'est vraiment du cas par cas. Mais globalement, j'ai eu beaucoup de constats au travers de mes 3 dernières années de carrière là-dedans. Beaucoup de constats liés déjà à des porteurs de projets qui font des projets pour eux-mêmes. Tu vois. Ça, en fait, moi, comment je vais faire? Je vais essayer juste avec un maximum d'intelligence émotionnelle, parce que je sais à quel point, quand tu as une idée et que tu veux la pousser jusqu'au bout, tu vas aller straight to the point et tu vas essayer de la défendre jusqu'au bout. J'essaye de justement leur permettre d'avoir un maximum d'ouverture d'esprit et de se dire, bon, attention, là, vous êtes en train... Et c'est pour ça que c'est du cas par cas, mais les constats que j'ai eus, c'est attention, là, vous êtes en train de construire un produit pour vous. Est-ce que vous êtes allé tester votre marché? Est-ce que vous êtes sûr que c'est un vrai besoin? Déjà, ça part de là. Est-ce que quel besoin et à quelle problématique vous répondez? Est-ce que c'est votre problématique à vous ou est-ce que c'est beaucoup plus large et vous avez vraiment mis le doigt sur quelque chose, un vrai pain point pour l'écosystème en général? Après, dans ces mêmes constats, j'ai vu pas mal aussi de projets tech. J'avais fait un post LinkedIn là-dessus de projets tech qui font de la tech pour des techs, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on va aider à l'adoption. Et finalement, est-ce que sortir un énième SDK, en tout cas, avoir comme élément différenciant, proposition de valeur, oui, voilà, je fais un réseau et en plus, dans les SDK, tout le monde va pouvoir construire sur mon réseau. Ok, bon, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Comment tu vas pouvoir aller pivoter? En fait, je pense que c'est ça, c'est une ouverture d'esprit, beaucoup de flexibilité et d'adaptabilité et beaucoup de test and learn, tu vois. Je pense que c'est un peu la sauce de la... Ouais. Et puis mettre l'utilité vraiment au centre du projet, quoi. Vraiment l'utilité, c'est-à-dire Oui, que faire un projet... L'utilité et quand même la communauté, tu vois. C'est vraiment ce qui est différent aussi avec le Web3, c'est aussi la communauté. Parce qu'au final, l'utilité, tu peux la découvrir grâce à ta communauté. Ouais. Et il y a beaucoup, beaucoup de projets qui font du building public ou en tout cas du building community. Justement pour ça, c'est un peu la nouvelle façon de faire de l'UX research, comme on faisait avant dans des startups, tu vois. C'est vraiment de construire un peu toutes les features de son produit en fonction de sa communauté. Et déjà, c'est beaucoup parce que la plupart, jusqu'à présent, ne prenaient pas trop en compte et faisaient plutôt un produit pour eux. Ça, j'ai beaucoup trop vu. Ouais, c'est vrai qu'on a eu...
Et, et c'est ce qui fait aussi voilà, de tous les projets. On le voit plus, mais c'est vrai que comme tu dis, sur 100 projets Web3 qui sortent, bah, il y en a, j'arriverai pas à dire un pourcentage, mais il y en a quand même aussi pas mal qui, comme tu dis, les gens ils font les produits pour eux et pas réellement pour la commu. On voit beaucoup de DAO qui se mettent en place. Ça, c'est en tout cas, j'ai l'impression ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de DAO émerger et des DAO qui sont cool, qui sont organisés, avec lesquels on a cet aspect justement communautaire qui est au centre. Est-ce que toi, c'est un truc avec lesquels aussi tu bosses? Est-ce que peut-être même tu es intégré dans certaines DAO? Est-ce que ta philosophie par rapport à ça, tu trouves que c'est cool? Qu'est-ce que tu en penses? Je suis curieux d'avoir un peu ta vision par rapport aux DAO. Alors, ouais, je pense que c'est cool. Je trouve ça cool. J'ai eu 2 expériences où j'ai essayé d'intégrer des DAO et d'être soit core member, soit. Et en fait, il y a soit juste participante. Et en fait, il y a un truc, c'est que même si j'aimerais que ça fonctionne, pour l'instant, de mon constat, en tout cas, j'ai du mal à voir les choses évoluer dans le bon sens parce que, en fait, à, à proposition de valeur égale et avec les mêmes moyens humains, les mêmes ressources en général, une DAO va être beaucoup plus lente à se mettre en place et à prendre des décisions, alors que une entreprise qui a une hiérarchie verticale va pouvoir avoir des prises de décision beaucoup plus ponctuelles et beaucoup plus rapides, du coup, enfin, beaucoup plus personnelles et beaucoup plus rapides, je veux dire. Donc, j'aimerais bien y croire et honnêtement, je pense qu'il y a des. Voilà, je pense qu'il y a des collectifs déjà, tu vois. Il y a des collectifs qui se montent et qui ont un peu cette vision, cette volonté aussi de mettre tout le monde sur le même, sur ouais, le même, tout le monde au même niveau, mais et qui commencent à fonctionner parce que ils ont chacun leur propre business model. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc autour du business model en fait, c'est qu'il y a beaucoup de projets Web3 qui ont des business models très bancals qui utilisent très mal les possibilités de la blockchain pour ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, dans les DAO, c'est un peu la même chose, quoi. Pour l'instant, c'est un peu ce que j'ai pu constater. Ouais, et puis aussi, enfin, de mon ressenti, j'ai l'impression au-delà d'un certain nombre d'utilisateurs, au-delà d'un certain nombre de membres dans les DAO, ça devient, ça devient compliqué parce Ouais. que plus une foule elle est grande et il y a cette phrase, je sais plus d'où est-ce que j'ai entendu, mais qui disait que plus une foule est grande, plus un groupe est grand et plus il est hétérogène en fait. Enfin, plus c'est facile que ça parte dans tous les sens et au final, ok, tu as du mal à justement aller dans la même direction. Alors que si tu as une petite DAO, qui est, voilà, je sais pas, moins de 50 personnes, mais ils sont vraiment tous homogènes dans la façon dont ils pensent, dans la façon dont le projet il veut avancer, etc. Même si c'est un peu plus select, en général, j'ai l'impression que ça se passe mieux pour eux, en tout cas, que les DAO qui veulent avoir 1000 membres, etc. Ça, c'est un Ouais. peu Bah, la. c'est la loi des grands nombres, hein, ça après, et c'est la complexité. Mais je vais te dire, hein, je pense qu'il y a toujours, enfin, un alignement des intérêts, c'est rare quand même, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien y croire et je crois beaucoup plus déjà à ce modèle de collectif. Je pense que c'est une première expérimentation qui commence à se démocratiser et qui peut mettre le pied à l'étrier. 100%, 100% d'accord. Parlons un petit peu de ton expérience sur la partie de la rédaction. On en a parlé un petit peu avant, mais tu rédiges beaucoup de contenu, notamment avec Crypto Daily, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu travailles, à quelle fréquence, comment tu abordes cette tâche pour quotidiennement avoir de nouvelles idées, pour continuellement te renouveler, de ne pas prendre les mêmes sujets. Enfin, comment tu fais pour traiter autant de sujets sans te perdre et sans revenir à chaque fois sur un sujet différent, nouveau? Ouais. Alors, écoute, à vrai dire, à titre personnel, depuis que j'ai rejoint le Crypto Daily, tout l'aspect rédaction, j'en fais beaucoup moins qu'avant, en tout cas, pour moi-même, c'est beaucoup plus pour le Crypto Daily. Je pense qu'en réalité, la,
je pense une de mes caractéristiques principales, c'est vraiment d'être hyper curieuse en fait. Et je peux aller, je sais pas, sur un sujet par exemple, dernièrement c'était sur les ZKP, tu vois. Je peux juste me mettre focus sur le sujet des ZKP et rester 48 heures à bouffer du contenu que là-dessus. Et du coup, en tirer 4, 5, 6 apprentissages qui vont me permettre de faire des contenus en cohérence. Ce qu'il y a aussi, donc ouais, c'est cet aspect vraiment d'être curieux et de vouloir toujours aller. On parle du rabbit hole de la blockchain, je pense que c'est vrai. Hein, je pense que plus tu creuses, plus tu découvres des choses. Hein. Donc c'est peut-être ça le plus dur d'ailleurs, c'est de se mettre en stop à un moment et de se dire bon, écoute, est-ce que ton focus il est vraiment là à court moyen terme? Donc il y a ça. Après pour le Crypto Daily, bon, on est un média d'actualité principalement, donc on va être énormément dépendant des news. Du secteur d'activité. Donc, ça, c'est pareil. Je pense qu'en fait, on parle de l'écosystème Web3. Déjà, c'est hyper large. Et puis, la blockchain dans tout ça et le Web3, c'est plutôt une technologie, tu vois, et ça s'applique à plein de choses. Donc, en vrai, tu peux même te dire, prendre un cas d'usage de la vie réelle et te dire, ah bah, s'il y avait de la blockchain là-dedans, tu vois, et bah, tu vas pouvoir te faire un contenu là-dessus. Donc, il y a plein de possibilités, en fait. Et c'est plutôt faire du tri dans toutes les possibilités, la problématique, je veux te dire. Et quand tu tournes ton contenu, ton objectif principal, c'est d'apporter de la valeur au marché, d'apporter de la valeur aux gens qui vont lire, et c'est de continuer un petit peu ton rôle de formatrice, c'est-à-dire continuer à éduquer le marché, d'aider l'adoption de masse liée à la blockchain. C'est ça ton objectif principal. Et ton idée, c'est de continuer à atteindre de plus en plus un public large et d'apprendre de plus en plus aux gens ce qui se passe autour de l'écosystème blockchain. C'est vraiment ton objectif majeur ou c'est juste la partie curiosité liée aux news? Qu'est-ce qui te motive le plus dans la partie média? Alors, quand je fais du contenu à titre perso, je pense que ça dépend toujours de l'objectif de ton contenu, tu vois. Mais quand je fais du contenu à titre perso, bon, ça fait un petit moment que je n'ai plus trop écrit sur LinkedIn, par exemple. C'est d'essayer de transmettre. D'ailleurs, ça me fait toujours plaisir quand, puisque bon, sur LinkedIn, j'ai pas que des gens du Web3, hein, j'avais LinkedIn avant même de commencer à travailler dans cet écosystème, donc ça me fait toujours plaisir quand j'ai des gens qui sont pas du tout acculturés et qui me disent ah bah t'as piqué ma curiosité, j'aimerais bien en savoir plus, etc. Je pense que il y a aussi toujours dans cette volonté de transmettre, il y a aussi le fait que tu apprends différemment en fait quand tu transmets, tu vois. Donc que ce soit, comme tu disais, hein, finalement, oui, c'est un peu ça, que ce soit par mes interventions auprès des élèves d'Alira, que ce soit lorsque je rédige du texte, bah, finalement, en transmettant, j'interprète, je comprends et je vois la chose différemment, quoi. Et ça, c'est aussi, je pense, cette motivation qui me fait dire qu'il y a des sujets, par exemple, c'est un bon exemple, il y a des sujets, par exemple, où je digue, je lis du contenu, et je me dis, vas-y, maintenant, je vais me challenger et je vais en faire un texte. Tu vois. Et c'est là où je vais me dire, est-ce que vraiment j'ai compris le sujet et je peux le retranscrire? Est-ce que je peux en parler ou pas, tu vois. Ok. Et donc, du coup, tout le contenu que tu fais, ça va forcément aider à l'adoption. Et justement, pour toi, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette adoption? Par quoi va passer l'adoption de masse? Parce qu'on sait encore que tout ce qui est blockchain, c'est encore léger dans notre vie quotidienne. Pour toi, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui peut faire augmenter cette adoption par le public, notamment de la blockchain? Honnêtement, après, l'adoption, elle est souhaitable, mais je pense que ça sera sur tous les cas d'usage et qu'on pourra dire qu'on aura adopté la blockchain quand tout le monde l'utilisera sans même le savoir, tu vois. La dernière fois, c'est une vieille anecdote, je l'ai déjà racontée il y a un an, je crois, mais il y a quelques temps, du coup, j'ai acheté un gel douche et derrière, il y avait écrit l'entièreté des produits qui constituent ce gel douche ont été tracés via la blockchain, tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, super. En vrai, ça, oui, ça, c'est un début d'adoption, tu vois. Ça, de se dire que la traçabilité. Alors, est-ce que c'est un argument de vente et est-ce que. Je l'ai vu a posteriori, hein, d'ailleurs, parce que je sais pas pour ça que je l'ai acheté, mais est-ce que c'est un argument de vente? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est plus dans cette
dans ces exemples-là, dans ces cas d'usage-là, que j'ai hâte de voir la blockchain. Après, par où ça va passer, puisque c'est ta question à la base, je crois beaucoup à la gamification. J'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, vu que c'est un secteur un peu nébuleux, le fait d'ajouter du fun un peu et du divertissement. Le fun, ça a une vraie valeur. Hein. En économie, le fun, ça a une vraie valeur même. Donc, je pense que ça peut peut passer par cette porte. C'est d'ailleurs un des paris qu'on a fait là au Crypto Daily, puisqu'on a lancé aussi, donc je le présente toujours comme un média d'actualité, mais maintenant c'est un média d'actualité et de divertissement, puisqu'on a lancé des formats de divertissement. Donc, ouais, pour moi, c'est plutôt chaud. Exactement, entre autres. Magnifique, hein? Trop bonne idée. Et ouais, entre autres, on a encore 2-3 formats en pilote là, qui ont été tournés, quelques petits teasers, mais il y a un crypto drink qui devrait sortir bientôt. Donc, le titre en dit long. Du coup, voilà, je pense vraiment que je pense que dans la blockchain, on a parfois trop intellectualisé les choses. Et ce qui a fait que pour des nouveaux entrants, il y avait des barrières à l'entrée et ils étaient presque réticents même de se mettre dans un peu ce microcosme où tu as l'impression qu'il n'y a que des érudits qui pouvaient comprendre. Et juste lâcher prise, essayer de prendre du recul et d'essayer d'être plus concret et plus fun. Ça peut pour moi être une porte d'entrée. Ouais, et puis on le voit aussi, toi, tu as ta sensibilité justement au niveau marketing. Le marketing Web3, the best layer to blockchain, nanana, et tu es là, mais mec, c'est quoi le produit en fait? On met toujours la tech en premier. Enfin, il y a beaucoup de projets où ils mettent la tech en premier, alors que justement, ça va répondre à quoi? ça répondra à quoi? C'est ça en fait. Non, nous, ce qu'on veut savoir, c'est OK, qu'est-ce qu'il fait en fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Ta boîte, quel est le problème auquel tu réponds, et cetera. Et je trouve ça, en fait, je trouve ça cool dans le sens où je me dis, ben, tous les marketeurs, ils peuvent se faire plaisir dans le Web3 et ils peuvent apporter un vrai plus parce que, c'est encore beaucoup dans ouais, voilà, la tech qui est mise en avant, alors que ce qu'on veut, c'est, bah, mettre le produit et la solution, à laquelle répond, le problème plutôt à laquelle répond, le produit ou le site, et cetera. Et toi, du coup, ouais, ta sensibilité au niveau marketing, je pense que si toi aussi, tu dois avoir un peu des trucs genre: «Les gars, enfin, pourquoi vous parlez de ça?» Et cetera. Et le fait d'apporter du jeu, de la gamification, ouais, c'est un vrai plus, quoi. C'est un vrai plus. Ouais, mais c'est ça. Et en fait, quand j'ai commencé à me professionnaliser, c'était un peu ça mon objectif. C'était de me dire, en fait, je vais être l'interface, un peu le décodeur, tu vois, entre les devs qui ont des idées géniales. Et franchement, il y a beaucoup de visionnaires, hein, en vrai, dans cet écosystème, je trouve. Il y a des mecs qui ont vraiment une vision d'un monde que pour l'instant, on peut même pas encore nous s'imaginer. Et c'est surtout, voilà, mon objectif, c'était un peu d'être ce décodeur. Et finalement, c'est, je pense, quand même ce que j'ai réussi à faire. Le problème, c'est que c'est très dépendant des cycles de marché. Honnêtement, ça reste de l'investissement tant en argent pour les porteurs de projets. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les porteurs de projets, ils savent que si tu dois traverser un bear market avec des fonds de caisse, tu vas être un peu plus sur la retenue. Tu vas beaucoup moins dépenser dans ton marketing, dans ta communication, et tu vas prioriser, tu vas prioriser le build pendant ces périodes de marché. Et du coup, en fait, là, franchement, je ressens de nouveau un intérêt et de nouveau, ouais, voilà, le secteur qui accélère et qui se repose ces vraies questions. Mais je comprends bien que les porteurs de projets, ils ont eu des phases aussi où la priorité était vraiment dans le product et ce qu'on build, quoi. Et puis, je pense qu'il y a, comme je le disais tout à l'heure, une très mauvaise considération du marché. Ils connaissent pas vraiment leur public. Ils connaissent pas... Enfin, honnêtement, hein, en toute transparence avec vous, au tout début, j'ai voulu, de manière très pragmatique, vendre des services de consulting pour faire des études de marché. Honnêtement, il n'y a personne qui... Enfin, les porteurs de projets, les études de marché, à la limite, on fera l'étude de marché une fois qu'on se sera craché, qu'on se sera rendu compte que finalement, on s'est trompé de marché.
c'est pas trop tard, quoi. Bien sûr, Ouais, trop c'est ça tard. exactement. Mm. Ah, le consulting, ça doit pas être facile hein, tout le temps dans le Web3 et dans la blockchain. Bah, ça dépend qui t'en en face. Et en fait, il y a eu toute cette phase où je pense que c'est peut-être fin 2022, début 2023, où finalement, tu avais beaucoup plus de boîtes qui étaient comment je l'appelais, du Web 2 to Web 3, en fait, qui avaient déjà du Web 2 et qui avaient déjà une entreprise dans du Web 2. Donc, tu étais face à des entrepreneurs qui comprenaient déjà ces problématiques-là, qui ont déjà été confrontés dans leur vie d'entrepreneur. Alors que quand c'est juste des petits génies du web qui a des compétences techniques et une vision, leur faire comprendre qu'il va falloir aller tester son marché, comprendre son marché, trouver les bons mots, trouver les bons messages, travailler ne serait-ce que son branding. Ça, là aussi, c'est de la pédagogie en vrai, parce que c'est pas si facile, quoi. Ah, c'est sûr que c'est pas si facile. Quand tu parles de génie, est-ce qu'il y a des innovations, des tendances actuelles dans le Web3 qui te plaisent, qui te passionnent? Tu as commencé par le Web3 avec une passion pour le crypto et l'investissement en crypto. Est-ce que maintenant, c'est encore quelque chose que tu fais? Est-ce que maintenant, tu as des passions un petit peu différentes dans le Web3? Je ne sais pas, le métaverse, les NFT, la tokenisation. Est-ce qu'il y a des choses qui maintenant, au jour d'aujourd'hui, commencent à te passionner de manière différente avec ce Web3? Ouais, c'est vrai que je suis rentrée par l'investissement et à titre personnel, j'investis plus beaucoup. C'est pas quelque chose sur lequel je mets de l'énergie ou que je passe du temps. Euh, Moi, j'ai hâte de voir. Je pense que c'est aussi depuis que j'ai pris cette casquette au Crypto Daily, mais j'ai hâte de voir un peu la fusion blockchain IA. Je crois beaucoup en fait justement, l'IA peut modifier énormément de choses et la blockchain avec toujours ces aspects de transparence et d'incensurabilité peut permettre justement de rétablir, d'après moi, des vérités. J'ai vraiment deux techs qui m'intéressent beaucoup en ce moment. J'en ai parlé un petit peu, c'est au niveau des Zero Knowledge Proof, donc des ZKP. Et ouais, mais après, on rentre dans des trucs trop techniques. Je suis pas sûre que ce soit hyper important. J'allais dire l'homomorphic encryption, mais bon, je pense que là, on On en va aller a un peu parlé trop aussi loin. sur un podcast. On en a parlé Ah de bon, mon ça va. sur un podcast très, Ok. très légèrement parce que pareil, la personne elle a dit la même chose que toi. Et ça, c'est le futur de la blockchain. Mais on va pas aller trop dans le détail pour l'instant, on va perdre tout le monde. Je pense, ouais, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas trop intellectualiser et trop compliquer les choses. Donc, au niveau tech, moi, c'est vraiment deux sujets sur lesquels je suis vraiment bullish. Et après, je pense que la tokenisation a sa place à jouer, mais pour l'instant, on le fait pas très bien encore. Les modèles économiques autour de la tokenisation, ils sont très mal abordés. C'est un sujet que je travaille en ce moment justement avec. Bon, ça fait 2 fois que j'en parle. Alors, je vais le citer, mais Thomas de Supra Futura, qui est un tokenomiste vraiment hors pair. Et du coup, c'est un vrai constat. Hein. Tu prends je vais prendre la tokenisation immobilière parce que c'est un vrai sujet. Tu prends un bien immobilier qui fait 100 000 euros. Que tu le vendes 100 000 euros ou que tu le vendes 10 fois 10 000, tu n'as pas de revenus complémentaires. En fait. Enfin, je veux dire, tu vas augmenter la liquidité de ton marché, tu vas augmenter l'accessibilité. Mais par contre, pour le projet en lui-même, je veux dire, t'as pas de revenus économiques issus de ces modèles-là. Et je pense qu'il y a des modèles très intéressants, des modèles économiques à travailler. Et voilà. Pour la tokenisation de l'immobilier, tu as 100% raison. Effectivement, le fait de tokeniser, ça n'apporte pas forcément plus de valeur au produit, à part le fait qu'il a plus de liquidité. Par contre, ça apporte beaucoup plus de valeur à l'acheteur et au vendeur qui peuvent se permettre de se diversifier, de se dire au lieu de mettre 100 000 euros justement dans un produit, je mets 1 000 euros dans son produit, je diversifie mes risques, Oui. peut-être je n'investis pas que dans l'IMO. Et c'est ça surtout qui peut apporter une plus-value, mais c'est vrai que ça ne va pas apporter d'autres sources de revenus au bien immobilier. Ça, là-dessus, on est d'accord. Par contre, ça peut aussi Ouais. permettre de dire tous les gens qui ont des tokens, ils peuvent peut-être louer ce bien immobilier pour leurs vacances, ou ils peuvent en profiter gratuitement, ou avoir d'autres avantages. Je pense que sur la tokenisation dans le secteur de l'immobilier, quand tu as des parts, peut-être ton plus gros avantage, c'est pas d'augmenter tes revenus, mais peut-être de pouvoir jouir de certains biens de manière différente. Ça peut être une possibilité, par exemple, je sais pas, ce bien-là, vous le mettez sur Airbnb, et puis quand le planning est, on va dire, un petit peu moins plein sur le Airbnb, les gens qui sont propriétaires de tokens, ils peuvent aller y séjourner un jour, 10 jours, une semaine, selon leur nombre de tokens. Ça peut être une possibilité aussi.
D'accord avec toi pour l'utilisateur final, ouais. Pour le end user, je vois complètement des utilités. Et les utilités, elles y sont. Par contre, pour le projet, celui qui porte le projet et la personne qui tokenise son bien immobilier et qui le revend, bah, il faut voir où est-ce qu'il génère des avantages pour lui, tu vois, parce que sinon, il ne le fera plus au bout d'un moment. Bah, c'est ça. Et c'est là où c'est difficile de trouver des émetteurs en tokenisation. C'est que les gens se disent, OK, moi, je vais tokeniser, c'est bien, je vais toucher un plus grand public. Bon, éventuellement, je peux garder des parts pour moi. Ça peut être aussi un avantage. Je dis, bah, je tokenise mon bien immobilier, mais j'aimerais bien garder quelque part, ce qui n'est pas possible dans la vie réelle. Là, au moins, je peux le faire. Mais après, oui, effectivement, il ne va pas vendre plus cher. Il a pour l'instant encore que très peu d'avantages. Il en a, mais il faut encore que ça se développe et de toute façon, ça en résulte cette partie. Oui, oui, je pense que par exemple, enfin là c'est vraiment de la pure supposition parce que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler avec eux, mais je pense que par exemple Realty c'est tout l'aspect DeFi en fait, c'est tout l'aspect de fait de pouvoir mettre ses jetons collatérales, ça va générer des frais, etc. Là-dessus ils vont pouvoir récupérer du revenu. Mais bah, je sais pas, mais pour moi voilà, c'est juste la tokenisation, c'est pas une fin en soi en fait. Ouais, ouais, c'est sûr. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du rôle des femmes dans l'écosystème blockchain Web3? On l'a dit un petit peu en off, il n'y a pas beaucoup de femmes encore dans l'écosystème. On en a même parlé d'ailleurs au début du podcast. Tu fais partie des femmes dans l'écosystème Web3. On a vraiment la chance de t'avoir aujourd'hui. Quel est, selon toi, le rôle et l'impact que les femmes peuvent avoir dans l'écosystème Web3? Est-ce que pour toi, la présence des femmes est déjà assez représentative? Est-ce qu'elle devrait être plus grosse? Qu'est-ce que les femmes pourraient faire s'il y a une femme qui nous écoute sur le podcast et qui veut se lancer dans l'écosystème Web3? Par quoi elle doit commencer? Comment elle peut faire pour faire sa place? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton avis sur le rôle des femmes dans l'écosystème Web3? Ouais, c'est un très gros sujet, un très long sujet. Je l'ai abordé d'ailleurs avec Cryptoxer sur le panel Les femmes dans la tech et euh, je réfléchis par quel bout le prendre. Globalement, je pense que c'est important. Important, ça l'est. On construit le futur de demain, la société de demain. La société, c'est 50% d'hommes, 50% de femmes. Enfin, plus ou moins, je sais pas le chiffre exact. Je crois que c'est 51, 49, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc, il faut que pour construire le futur de demain, ce futur de la société de demain, il faut que ceux qui la construisent soient représentatifs. Donc, je pense que c'est important. Par contre, je pense que être une femme dans la tech, tu vois, pour moi, c'est un sujet que quand on me pose vraiment la question. C'est-à-dire que dans mon quotidien, et je veux pas en fait que ce soit le fait que je sois une femme qui fait que j'ai certains avantages, certains privilèges ou autres. D'ailleurs, Ça, comme c'était ça un des se sujets. passe. C'est-à-dire que, ouais, exactement. C'est-à-dire que j'ai été la première formatrice chez Alira, parce qu'il n'y avait pas de femmes jusqu'à présent. Et moi, Wow. c'était clair. C'est-à-dire que je voulais, enfin, je veux dire, c'est pas le fait que je sois une femme qui fait ma valeur ajoutée. C'est le fait que, par contre, j'ai des approches qui sont différentes, qui sont complémentaires à mes collègues. Je pense que il y a des traits de caractère chez les femmes que n'ont pas les hommes, exactement. Et je pense que justement, permettre cette complémentarité, c'est hyper important. Mais après, voilà, je me sens pas dans la tech que quand on me pose la question, parce que sinon, à mon quotidien, ça ne doit rien changer, en fait. Je sais Ouais, pas non, mais si je c'est sûr, réponds. on peut pas dire, oh, OK, bon, bah, Laura, elle est rentrée chez, Laura, elle n'est pas rentrée dans cette école formatrice parce que c'était une femme et qu'on avait besoin de femmes. Non, tu es rentrée parce que tu avais un niveau et que tu apportais de la valeur. Et c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Et je pense aussi, et on en a parlé pendant le podcast, mais il ne faut pas que les femmes aient peur de dire, OK, c'est un environnement tech. Pour l'instant, il n'y a pas assez de femmes dans cet environnement, donc je vais faire un peu tâche. Non, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est un Ouais. environnement propice aux femmes. Il y a de plus en plus de femmes qui font ça. Ouais, Ouais, et en ouais. plus, si je peux ajouter aussi, là, on reçoit du coup justement dans le podcast de plus en plus de femmes et vu le calibre qu'elles ont pour les gens qui ont déjà vu nos anciens épisodes et ceux qui vont sortir, vous allez voir que les femmes font du très très bon travail, de l'excellent travail et qui est juste incroyable. Et c'est pour ça aussi que nous, ça nous tient à cœur justement d'avoir vraiment en fait tous les gens de l'écosystème qui apportent de la valeur, homme ou femme. C'est important de mettre tout le monde en avant à partir du moment où les gens apportent de la valeur, mettent de l'énergie et puis ils font avancer les choses, quoi.
C'est ça exactement, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, c'est vraiment ça, il faut juste être passionné et faire les choses parce qu'on en a envie. Là où je te rejoins, Jean, sur ce que tu disais, c'est que, par contre, de mon expérience et de ce que j'ai pu constater, les femmes ont quand même beaucoup, alors je sais pas si c'est beaucoup plus, mais c'est plus expressif, le syndrome de l'imposteur, en fait. Et du coup, elles osent beaucoup moins s'exprimer, euh, et beaucoup moins prendre la parole. Et comme je le disais, moi, c'est entre autres Alira et maintenant aussi beaucoup Benjamin. Je pense qu'il y a un an, vous m'auriez dit de prendre la parole comme ça et parler de moi pendant 1 heure, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Donc, ouais, clairement, j'encourage les femmes à le faire parce que c'est hyper, finalement, c'est hyper gratifiant parce qu'on sent que ce qu'on a fait, ça a de l'importance pour notre auditoire. Peu importe l'échelle de l'auditoire après, hein, ça c'est vraiment pas le plus important, hein. Si ce que je dis aujourd'hui, ça peut même permettre à une seule personne de se révéler, bah tant mieux en fait. Et, euh, et c'est vrai que beaucoup peuvent se cacher derrière le pseudo-anonymat, enfin l'anonymat, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas dox dans la blockchain. Moi, je pense que c'est important de l'incarner en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, est-ce que je vais le faire à visage découvert, est-ce que je vais parler à visage découvert avec mon prénom ou pas. Au final, je pense qu'il faut incarner ce qu'on est, il faut juste le faire avec bienveillance, avec passion et être intègre. Et voilà quoi. Et je pense que tu as raison là-dessus parce que, à mon avis, c'est même pas que le Web3 sur lequel peut-être les femmes pourraient avoir ce syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est dans le monde de l'entrepreneuriat de manière globale où parfois, voilà, à l'époque, souvent les entrepreneurs, c'était souvent des hommes et peut-être pas assez de femmes. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est en train de changer. Les femmes ont une façon d'aborder les choses, un point de vue qui est très, très intéressant. Souvent aussi une façon d'expliquer les choses qui est aussi très intéressante, c'est-à-dire qu'elles prennent plus le temps. Souvent, elles ont plus de patience. Elles ont une facilité d'aborder le sujet un petit peu comme un instinct maternel en expliquant peut-être un peu plus en profondeur et avec des mots simples. Et souvent, les hommes entre eux, c'est un peu à celui qui utilise le plus de mots techniques dans la même phrase. Et donc, du coup, ce n'est pas forcément ce qui est le plus pratique pour comprendre. Je pense vraiment que l'importance et le rôle des femmes, c'est vraiment d'apporter cet équilibre au niveau de l'appréhension, de la formation et de l'éducation dans les différents écosystèmes. Il faut vraiment qu'il y ait de plus en plus de femmes qui se jettent et qui se disent, OK, j'ai un rôle à jouer, je peux faire des choses, je peux apporter de la valeur. Et bien au contraire, on a besoin de moi pour que j'apporte de la valeur parce qu'on a besoin d'une vision qui est un petit peu différente. Et c'est ça qui est important. Quand on parle d'éducation, d'information et tout, quel rôle, enfin, pardon, pas quel rôle, mais quel sujet pour toi est important et quel conseil tu donnerais aux nouveaux entrants de l'écosystème? Tu leur donnerais quoi comme conseil à ceux qui veulent voilà, commencer dans le Web3, se lancer, qui ont des activités, qui ont une petite idée, mais pas une idée que pour eux-mêmes, une idée pour les gens? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? C'est déjà de se former, c'est de s'éduquer. Par quoi ils devraient commencer? Ouais, je pense qu'il y a toujours la théorie et la pratique. Je leur conseillerais vraiment d'être à l'écoute, de prendre les informations. Enfin, déjà, tout le monde est accessible, donc de ne pas hésiter à aller demander de l'aide et contacter les personnes qui leur semblent les plus pertinentes sur un sujet ou un autre, et de se servir en fait des erreurs des personnes qui sont passées par là avant lui. Parce que, après, voilà, ça c'est la théorie en fait. C'est justement essayer de s'entraider, d'essayer d'éviter de reproduire les erreurs des autres parce qu'on peut se servir de ce qu'ils ont vécu dans le passé. Et dans la pratique, ce que j'ai remarqué, c'est quand même les gens apprennent beaucoup mieux quand eux se plantent et qu'ils vont quand même aller jusqu'au bout en mode mais pour moi ça peut être différent, et au final ils vont se casser les dents. Je pense qu'apprendre par la pratique, c'est hyper important aussi. Parce que tant que ça reste de la théorie, finalement, c'est pas concret, je pense, pour la plupart des gens. Mais globalement, c'est surtout ça. C'est surtout s'ouvrir aux autres, profiter de tous les moments d'échange, que ce soit des événements physiques, virtuels, des groupes, des communautés, etc., pour aller s'informer et aller au contact des gens qui, franchement, l'écosystème, en tout cas, moi, je connais beaucoup mieux l'écosystème francophone que vraiment mondial, mais l'écosystème francophone est très accueillant pour ça, et je connais très peu de gens qui se prendraient pas. Alors après, suivant forcément la priorité de chacun, c'est
peut-être pas à l'instant T, et c'est peut-être pas sur le laps de temps que la personne attend, mais globalement, tout le monde répond à un moment ou à un autre. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je pense que il faut pas, pas hésiter à contacter les gens, pas hésiter à passer à l'action, à tester. C'est pas mal. Et tout simplement aussi suivre, s'abonner, regarder les news qu'il y a sur Token Talker, c'est le Crypto Daily. Je pense que c'est aussi très important pour s'éduquer, commencer à se former. Je pense que c'est ça qui est le mot qui te manquait. Je pense effectivement il y a tellement de valeur sur Crypto Daily qu'il faut absolument suivre, s'abonner, regarder en permanence toutes les news qui sont proposées, que ce soit par toi, Laura, par Benjamin. Et vous êtes combien dans l'équipe le Crypto Daily? Vous êtes plusieurs? Ouais, on est 8 en fait. On est 8, pas tous full-time, hein, bien sûr, mais on est 8 avec chacun vraiment un périmètre de travail. Et c'est vrai qu'avec Benjamin, on est plus dans la coordination. Et en fait, il faut se dire quand même qu'on a aussi beaucoup d'équipes en prod, vraiment. Et c'est surtout grâce à eux. Hein. C'est-à-dire que je pense que sans eux, on n'est même pas un quart de ce qu'on est maintenant. Donc, ok, bravo à eux. Bravo personne de l'ombre, entre guillemets, c'est ça? C'est ça, exactement. Ah, bravo à eux et merci parce qu'effectivement, c'est grâce à eux que Crypto Daily est aujourd'hui un des médias francophones les plus populaires et les plus intéressants. Donc, bravo à tout le monde pour le travail et aussi bravo à toi et à Benjamin pour la vision. Quel est le futur actuellement de Crypto Daily? Quels sont les objectifs même personnels que tu as avec le Crypto Daily? Alors, on parlait juste avant du Crypto Show. Encore une fois, bravo. Vraiment super idée. En tout cas, impatient de voir tout ce qui va sortir sur ça. Quels sont les autres éventuellement objectifs de Crypto Daily? Qu'est-ce on pourrait voir dans le futur dans votre espace? Écoute, je pense que déjà, donc cet aspect audiovisuel, on a commencé un peu à le teaser et à en parler, va prendre de plus en plus de place. C'est vrai que j'ai commencé à prendre vraiment, là, depuis octobre, je suis au Crypto Daily, on est en février, donc je commençais à bien prendre ma place et prendre mon rôle. Et je pense que Benjamin va pouvoir, qui a toujours 50 000 idées, et qui a les idées les plus folles, va pouvoir justement prendre un peu le lead sur cette partie un peu divertissement. Quant à moi, je vais essayer de vraiment permettre de structurer, de développer, bien sûr, l'aspect newsletter podcast. La partie newsletter, elle a beaucoup d'importance aussi. Je pense que c'est un gros chantier sur 2024, là, surtout sur les 6 premiers mois de l'année, où on va aller développer des grandes verticales. On a sorti la newsletter NFT, donc spécialisée dans l'écosystème NFT. Pour la petite info, parce que ça a été un petit peu teasé, on est en train de travailler sur la DeFi, qui est en bêta test là pendant quelques semaines et qui devrait normalement voir le jour parce que assez rapidement, puisque ça fait déjà 2 semaines de test et les retours sont plutôt positifs. Donc je pense que d'ici fin février, début mars, ça sera live. Donc je pense que aller sur des verticales spécifiques et permettre un maximum de personnalisation. Comme je disais tout à l'heure, vraiment, moi, c'est mon constat. J'étais consommatrice de Crypto Daily avant même d'y travailler. Pourquoi? Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que je pense que on fait beaucoup d'agrégation de news. Hein. C'est-à-dire qu'on va pas aller encore créer du contenu différent. On fait beaucoup d'agrégation de news. On va aller récupérer de l'information à droite à gauche et avec des process. Hein. Je dis à droite à gauche comme si c'était rien, mais en vrai, il y a des gros process pour valider et sourcer les informations. Du coup, on va aller dans un niveau de personnalisation, je pense, de plus en plus important pour que les gens puissent aller facilement à l'information sans tomber dans un flot de news à tout va et dans l'infobésité qui vraiment, je pense, est un peu le mal de notre génération aussi, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent créer du contenu actuellement engageant sur le Web3? Tu dis, je vais chercher des trucs un peu à droite, à gauche, alors qu'on sait que c'est très structuré, tu l'as dit toi-même. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui veulent justement développer un petit peu du contenu engageant dans l'écosystème Web3? Qu'est-ce que tu leur dirais de commencer effectivement par une newsletter, commencer par faire juste un site média? Qu'est-ce que tu en penses? En termes de format, je pense que ça dépend énormément de la personne. Faut pas se forcer.
faire du contenu et en plus avec de la régularité, c'est hyper difficile, hein. Et pourtant, on sait que la régularité, c'est ce qui prime et c'est ce qui fait la différence. Donc, c'est déjà aller là où on se sent le plus à l'aise, dans un premier temps en tout cas. Moi, je sais que voilà, c'est l'écrit, par exemple, mon format de prédilection. Donc, tout naturellement, j'ai commencé par de l'écrit. Après, sortir un peu des sentiers battus et des redites. C'est sûr en fait, beaucoup de gens pensent qu'il faut faire du buzz et qu'il faut genre un contenu qui pop pour être sur le devant de la scène. Moi, je pense Ouais. que le buzz, c'est comme un pop and dump, hein, c'est-à-dire que ça va aussi vite s'éteindre que c'est arrivé, quoi. Donc, c'est plutôt prendre son mal en patience. Après, c'est sûr que ça dépend de la situation et de l'objectif final de la personne. Si c'est à côté de son travail, s'il veut se professionnaliser là-dedans, il y a vraiment beaucoup de variables. Mais c'est plutôt de parler de sujets qui le passionnent, de se construire une communauté et d'aller échanger avec les autres. Une communauté qui, d'après moi, devrait être nichée. En fait, parler de tout et de n'importe quoi, c'est parler à n'importe qui, et je pense que c'est pas le plus efficace. Il faut vraiment un élément qui fait qu'on est identifié et qui fait que on va trouver sur ce média-là des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, quoi. Ok, très intéressant. Ouais, c'est super intéressant d'avoir ta vision par rapport à ça. Chez CryptoDaily, du coup, vous devez recevoir pas mal de projets, vous devez recevoir pas mal d'entreprises et des choses assez innovantes qui sont peut-être en train de sortir, pas encore sorties. Est-ce qu'il y a certains projets innovants que tu as trouvé super passionnants, qui pourraient dans le futur jouer un rôle majeur dans la partie francophone? Est-ce qu'il y a certains projets peut-être sur lesquels tu travailles ou que tu veux parler? Je suis en train de réfléchir, j'ai plusieurs choses qui me viennent en tête. Je dirais que principalement, c'est justement, donc je l'ai vite fait aborder tout à l'heure, mais c'est moi ce qui vraiment me passionne en ce moment, c'est tout ce qui est lié à la consommation d'informations et le travail de l'information dans l'ère de la data et de l'IA surtout en fait. J'ai entendu parler là très récemment d'un projet qui va permettre d'intégrer, alors je ne sais pas techniquement comment c'est possible, j'ai pas assez dit le sujet, mais d'intégrer la possibilité d'aller au moment de l'enregistrement d'un audio, d'une interview physique, dans les micros, de mettre justement du ZKP pour pouvoir certifier en fait l'authenticité du contenu La qui a voix, été dit. Ouais, exactement. génial. Et techniquement parlant, voilà, je Et lâche c'est lié à la complètement, je blockchain? peux pas vous dire. C'est Ouais, lié à la ouais, blockchain. ouais, exactement. Ah, Exactement, donc pour être enregistré sur la ça éviterait les contrefaçons des voix, des chanteurs qui disent en fait c'est pas moi, c'est fait par l'IA, ou des politiques qui disent c'est pas moi qui a sorti cette phrase, ça a été trafiqué. Et là du coup grâce à la blockchain, ça permettrait d'enregistrer directement la sortie du micro, d'authentifier sur la blockchain que le texte là ou telle phrase a bien été dit par telle personne à tel moment. C'est juste incroyable ça. Ouais, C'est un projet ouais, ouais, francophone. ouais. Et non, c'est pas francophone, je sais plus. Il Ok. faudrait que je retrouve. Mais ouais, c'est vrai que la question, je crois qu'elle était dans l'écosystème français. Mais là, j'ai pensé à ça Ah, parce que vraiment, c'est un truc qui m'a tilté là sur les derniers jours et où je me suis dit, il faut vraiment que je mette un peu des efforts là-dessus. J'essaye de comprendre parce que ouais, voilà, c'est des sujets qui me passionnent vraiment, quoi. c'est fou. C'est fou. Écoute, merci pour toutes tes explications, Laura. C'est super intéressant et vraiment passionnant de t'écouter. On arrive gentiment à la fin du podcast et on a tendance avec Lupo à poser une dernière petite question à nos invités. C'est est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voudrais revenir? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder en supplément? Est-ce que tu as un petit mot de la fin pour les auditeurs? Alors non, ce sujet, je pense qu'on a couvert pas mal de domaines et ça a été vraiment une conversation très intéressante avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. Mon petit mot de la fin, du coup, ça serait plutôt pour tous les crypto-curieux qui commencent à essayer de... Alors, je ne sais pas vraiment qui est votre audience, mais qui commencent en tout cas à s'intéresser à entreprendre dans le Web3 ou à se professionnaliser dans le Web3. C'est vraiment d'oser d'échanger, de ne pas hésiter à contacter les gens et à aller se challenger par l'action surtout. Voilà. C'est important. C'est important, effectivement. Prenez des risques, tentez des choses
et, euh, et avancer. C'est le meilleur moyen de tester. Bah, merci beaucoup, Laura. Franchement, c'était un échange passionnant. Vraiment un plaisir de t'écouter. Beaucoup de valeurs que tu as apportées. Alors, effectivement, tu disais que ce n'était pas peut-être un exercice sur lequel il y a un an en arrière, tu aurais fait, mais un an après, en tout cas, c'est une réussite. Bravo pour ça. Un grand bravo pour tout ce que tu fais et tout ce que tu apportes à la communauté, que ce soit à titre perso, personnel, avec l'école et avec le Crypto Daily. Vraiment, bravo pour tout ce que vous faites. Bravo à Benjamin. Force à vous et vraiment média qui monte et bravo pour tout ce travail. Lupo, est-ce que tu veux ajouter un petit quelque chose? Bah écoute, non, j'aurais juste remercié Laura pour son smile, pour sa bonne énergie, pour tout ce qu'elle a apporté, full valeur, vraiment trop cool. Et hâte de pouvoir peut-être dans le futur refaire un épisode. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour être avec nous. C'était très cool. Trop bien, bah, merci à vous, plaisir partagé et force à vous aussi parce que votre chaîne elle est vraiment dans les pépites montantes et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner dans les semaines et mois à venir. Donc, let's go, quoi. Trop cool. Merci beaucoup, Merci. Laura. À bientôt. Merci à vous, salut. Ciao, ciao.